Mes chers élèves, voici une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon au sujet du plan concessif. Comme vous savez, le plan concessif est l'un des plans argumentatifs qu'on peut utiliser pour rédiger le texte argumentatif. C'est un plan qui n'est pas très populaire parce qu'il ressemble beaucoup au plan dialectique. Il y en a certains même qui considèrent que c'est le même plan. Le concessif et le dialectique ne font qu'un seul plan. Mais quand même, il y a une différence qui est très fine entre les deux. Alors, directement, on commence la leçon. Le plan concessif, c'est quoi? C'est une version du plan dialectique où on donne les arguments de la thèse à laquelle on se pose. Ensuite, on réfute ces arguments et on montre leur fausseté. Vous connaissez le principe de la concession, c'est faire semblant d'adhérer à une thèse pour mieux la réfuter après. Et c'est la même chose dans le plan concessif. On avance, on était la thèse à laquelle on se pose, avec laquelle on est en désaccord, la thèse qu'on désapprouve, et on était ces arguments, et dans la seconde partie, on réfute ces arguments. On montre leur fausseté et qu'ils ne sont pas pertinents. C'est ça le plan concessif. Alors, en général, le développement dans le plan concessif se compose de 4 parties. Partie 1, étalage des arguments de la thèse adverse, c'est-à-dire la thèse opposée, la thèse que je ne soutiens pas, la thèse que je désapprouve. Imaginons que je suis pour un sujet quelconque, alors dans le plan concessif, je dois commencer par la thèse contre. Et si je suis contre, je commence par la thèse pour. Partie 2, réfutation des arguments de la première partie. Alors, les arguments que j'ai déjà énoncés, je vais les réfuter dans la seconde partie. La partie numéro 3, c'est une partie facultative où on fait l'énumération des arguments de la thèse défendue. Alors, après avoir énoncé et réfuté les arguments de la thèse adverse, maintenant, dans la troisième partie, je vais étayer ma propre thèse, ma thèse personnelle, la thèse que je défends et que je soutiens avec les arguments. Et la dernière partie, c'est la synthèse, là où je fais une sorte de conciliation entre les deux opinions opposées. Et je donne mon point de vue personnel. Voilà, c'est ça le plan concessif. Alors là, c'est un schéma du développement du plan concessif, comme vous voyez. Partie 1, la thèse adverse, où je vais étayer les arguments selon la structure que vous voyez. Alors, lien logique, argument 1, lien logique, exemple, lien logique, argument 2, lien logique, exemple. S'il vous plaît, quand vous rédigez les arguments dans n'importe quelle partie, essayez d'écrire chaque argument dans un paragraphe indépendant. Voilà. Comme ça, quand je vois votre rédaction, je peux voir combien vous avez d'arguments à partir du nombre de paragraphes que vous avez. Alors ça, c'est une question d'organisation. Tâchez de rédiger chaque argument dans un paragraphe indépendant. Après, dans la seconde partie, on fait la réfutation des arguments de la thèse adverse. Les arguments que j'ai déjà cités, que j'ai déjà énoncés, maintenant je vais les réfuter un par un. Une remarque ici, c'est qu'il faut toujours commencer par le dernier argument. C'est-à-dire, le dernier argument de la première partie sera le premier argument réfuté dans la seconde partie. Voilà. Et troisième partie, c'est une partie facultative. Vous n'êtes pas obligé de la faire,
mais ce sera mieux de la rédiger. Si vous avez le temps, si vous avez la fluidité, la capacité, c'est bien de la rédiger. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette partie? Vous allez étayer et défendre votre thèse personnelle. Maintenant, vous avez déjà réfuté la thèse adverse, la thèse opposée. Maintenant, vous allez parler de votre thèse adoptée, de votre thèse personnelle, et vous allez la justifier par des arguments selon la même structure: lien logique, argument, lien logique, exemple. Et la quatrième partie, vous la connaissez, c'est la synthèse, où je fais une conciliation, ou tout simplement je donne mon point de vue personnel. Alors maintenant, on va prendre un exemple d'un sujet qui peut être traité avec le plan concessif. D'après vous, un couple sans enfant peut-il vivre heureux? D'après vous, un couple sans enfant peut-il vivre heureux? Alors, on me demande mon opinion sur le sujet. Est-ce que les couples qui n'ont pas d'enfants peuvent vivre heureux ou bien non? Voilà. Imaginons maintenant que ma thèse, mon opinion, c'est pour, c'est avec. Je suis pour, c'est-à-dire je pense que vraiment, effectivement, un couple sans enfants peut vivre heureux et que les enfants ne sont pas vraiment indispensables au bonheur d'un couple. Imaginons que c'est ma thèse, je suis avec. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois commencer par la thèse adverse. Moi, je suis d'accord, alors je commence par la thèse qui n'est pas d'accord. La thèse qui dit que les enfants sont très importants pour atteindre le bonheur. Et voilà, je vais énumérer les arguments de cette thèse. Alors, sans doute, avoir un enfant est une bénédiction divine pour chaque couple et l'ultime degré du bonheur qu'un humain puisse atteindre. Et cela est dû à maintes raisons. Voilà, là j'annonce que je vais étayer la thèse qui est contre. La thèse qui pense que les enfants sont très importants pour atteindre le bonheur dans un couple. Et maintenant, je vais enchaîner les arguments. D'abord, les enfants remplissent la vie des parents de joie avec leur innocence et leur amour inconditionnel. Ainsi, rien n'égale la félicité suscitée par le rire d'un enfant ou la tendresse qu'un parent ressent quand il enlace son bébé. En plus, mon second argument, les enfants sont l'unique soutien et les béquilles des parents durant leur vieillesse, car ce sont eux qui les prennent en charge financièrement et moralement. À titre d'exemple, ils les prennent chez le médecin, aussi ils leur tiennent compagnie et les sauvent de la solitude. Là, j'ai étayé, j'ai présenté la thèse opposée et je l'ai justifiée par deux arguments. Maintenant, je passe à la deuxième partie. Qu'est-ce que je fais dans cette partie? Alors, c'est la deuxième partie. Je vais réfuter, je vais attaquer les arguments que j'ai déjà énoncés. Pourtant, aussi beau que cela puisse sembler, l'enfant n'est pas toujours une garantie pour le bonheur et le soutien. Voilà. Alors là, je réfute ce que j'ai déjà énoncé. Et je commence à attaquer les arguments. Comme j'ai déjà dit, on commence la deuxième partie par le dernier argument de la première partie. On commence la deuxième partie par le dernier argument de la première partie. C'était quoi le dernier argument? C'est celui-là. Les enfants sont l'unique soutien et les béquilles des parents durant leur vieillesse. Ce sont eux qui les prennent en charge, etc. Alors, je vais réfuter cet argument. Comment? Voilà. D'un côté, les parents qui sont censés... D'un côté, les enfants qui sont censés épauler leurs parents une fois adultes seront occupés par leur propre vie et préoccupations. Ils n'auront ni le temps ni l'intérêt pour s'occuper de leurs parents vieux et fragiles, surtout dans la société actuelle dominée par l'égoïsme et l'individualisme. On voit notamment les maisons de retraite qui regorgent de parents abandonnés par leurs rejetants. Rejetants, c'est enfants.
Alors, comment j'ai réfuté l'argument? J'ai montré que les enfants qui sont censés, qui sont supposés prendre soin de leurs parents dans leur vieillesse, ne vont pas le faire. C'est-à-dire qu'ils seront eux aussi occupés par leur propre vie, leur travail, leur famille, etc. Alors ils n'auront ni le temps ni l'intérêt de accorder voilà, du temps à leurs parents parce qu'ils n'ont plus besoin de leurs parents. Et j'ai donné un exemple, c'est les maisons de retraite qui, voilà, où il y a beaucoup, on trouve beaucoup de parents qui ont des enfants et qui ont été abandonnés par leurs enfants. Voilà. Surtout dans cette société où tout le monde est égoïste, tout le monde est, voilà, euh, ne pense qu'à lui-même, etc. Alors là, j'ai réfuté cet argument. Maintenant, je vais réfuter d'autres arguments. L'argument, alors le premier, c'est celui-là. Les enfants remplissent la vie des parents de joie avec leur innocence et leur amour inconditionnel. Ainsi, rien n'égale la félicité suscitée par et jusqu'à la fin. Comment je vais réfuter cet argument? D'un autre côté, même si l'enfant comble sa famille de joie, mais il encombre aussi ses parents de lourdes responsabilités et de stress infini, car élever un enfant n'est pas une mission facile, avec entre autres les dépenses qui dévalisent les parents et le besoin d'être constamment au chevet de son enfant, au moins pour les premières 18 ans de sa vie. Alors j'ai dit que même si l'enfant apporte beaucoup de bonheur, mais aussi il apporte beaucoup de choses négatives, beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, beaucoup de casse-tête pour les parents. Alors, exemple, c'est que les parents, ils dépensent tout leur argent sur l'enfant pour subvenir à ses besoins. Et aussi, ils n'auront plus de temps libre parce qu'ils doivent toujours être à côté de l'enfant pour le protéger, pour l'éduquer, prendre soin de lui. Voilà. Et ça, c'est pas facile. Alors, c'est une responsabilité qui est lourde, qui est pénible, euh, qui cause beaucoup de stress aux parents. Alors, c'est pas seulement une bénédiction, c'est pas seulement une grâce, une joie et du bonheur. Mais il y a aussi un autre côté qui est très négatif. Voilà. Alors là, j'ai fait quoi? J'ai réfuté les arguments que j'ai déjà cités. Je passe à la troisième partie, la partie facultative, où je peux maintenant défendre, après avoir réfuté la thèse adverse, maintenant je parle de ma propre thèse. La thèse que je défends, c'est que je suis avec, je pense que le bonheur peut être atteint sans avoir des enfants. Il s'avère donc que l'atteinte d'une vie conjugale heureuse et épanouie ne dépend pas exclusivement de l'enfantement. Et cela est prouvé par plusieurs raisons. D'une part, alors mon premier argument, les enfants ne sont pas l'unique cheminement vers l'accomplissement et l'affirmation de soi. En effet, on peut se consacrer, se focaliser sur la réussite professionnelle et beaucoup sont ceux qui ont pu faire carrière et même être un modèle de réussite inspirant. À titre d'exemple, Angela Merkel et Oprah Winfrey. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas eu d'enfants, mais malgré ça, ils ont pu réussir et se concentrer et se consacrer entièrement à leur carrière professionnelle et réussir, comme les deux femmes, Angela Merkel et Oprah Winfrey, c'est-à-dire deux femmes qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont réussi, l'une dans le domaine politique et l'autre dans le domaine médiatique et artistique. Alors, il ne faut pas dire que si je n'ai pas d'enfant, ça y est, ma vie est fichue, est perdue, et n'a pas de sens, c'est comme si je n'ai pas existé. Non, on peut être heureux et on peut influencer positivement son entourage et même le monde entier sans avoir des enfants et avoir un rôle très important dans la vie.
Voilà mon second argument. D'autre part, l'absence d'enfant permet au couple de se souder encore plus et consolider sa complicité en partageant pleinement les expériences de la vie comme le voyage, les loisirs et les hobbies sans culpabilité ni distraction. C'est-à-dire que si on n'a pas d'enfant, on n'a pas de responsabilité, alors on peut profiter pleinement de toutes les belles choses dans la vie. Et le couple peut, voilà, c'est-à-dire être plus complice, être plus soudé, car ils vont vivre beaucoup d'expériences ensemble, comme par exemple voyager. Il y a beaucoup de couples qui choisissent de faire le tour du monde ensemble, pratiquer des loisirs, comme je sais quoi, la natation, chacun, voilà, selon voilà, ses propres loisirs, sans culpabilité ni distraction. C'est-à-dire quoi? Sans se soucier d'avoir un enfant à la maison qui a besoin de nous et sans se sentir négligent. Parce qu'il y a des parents qui ont des enfants et quand ils veulent avoir un temps libre pour eux, ils se sentent un peu, comment dirais-je, voilà, ils se culpabilisent. Ils disent j'ai laissé mon enfant, il doit avoir besoin de moi, je suis un parent négligent, etc. Alors ça gâche et ça un peu les prive de profiter de la vie avec l'esprit tranquille. Alors que les parents qui n'ont pas d'enfants, ils peuvent vivre pleinement et sans souci. Voilà, avec l'esprit tranquille. Et voilà, j'ai terminé cette troisième partie. Maintenant, je passe à la quatrième partie qui est la synthèse. Finalement, il n'y a pas une recette préétablie du bonheur qui conviendrait à tout le monde. Pour ma part, j'estime que lier le bonheur conjugal à la progéniture est une idée archaïque et chimérique qui a été bel et bien démentie par la réalité. Là, je formule et je confirme mon opinion. C'est que je pense que associer le bonheur conjugal aux enfants est une idée qui est révolue, démodée, ancienne, qui ne tient plus, qui a été démentie par la réalité. C'est-à-dire, la réalité montre que les enfants ne sont pas la seule clé du bonheur. Au contraire, il y a des parents qui ont des enfants qui sont très malheureux et d'autres qui n'ont pas d'enfants et qui sont très heureux. Et voilà mon développement terminé. Et voilà, voilà le développement entier. Alors, j'espère que cette leçon vous a été utile. Et voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine. Et bonne journée.